On le sait, le SEO, c'est multifactoriel, c'est rempli de différents éléments qu'on doit mettre sur son site internet, auxquels on doit faire attention, auxquels on doit répondre pour nos utilisateurs, pour nos lecteurs, pour Google. Mais une fois qu'on a cette liste titanesque alors il faut 3 leviers, il y a 3 piliers, il faut mettre son site de telle façon. Si on peut pas tout faire, sur quoi il faut s'intéresser en priorité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Si tu as l'habitude de me suivre, tu vois que j'ai changé un petit peu d'angle. D'habitude, tu vois le bout du tableau. Aujourd'hui, on est sur ce tableau. C'est l'objectif. On va regarder les éléments qui sont surcotés et sous-cotés en SEO. J'ai préparé une liste dont tu les vois pas tous encore, mais on va les passer en détail pour les classer en 5 catégories. Le S qui va être incontournable. Il faut absolument prioriser ces éléments-là. Le A, c'est très important. Le B, ça va être utile, mais un peu moins prioritaire. Le C, ça peut être un bonus, mais on n'est pas forcément sur les critères principaux de classement. Et le D, là, l'idée, ça va être d'avoir justement des éléments qui sont soit obsolètes, soit plus très utiles aujourd'hui, soit potentiellement même peut-être néfastes pour ton SEO. Et on va voir ça aujourd'hui ensemble. Alors, pour commencer, je te propose celui-là, le balise title et la métadescription, pour commencer directement dans le vif du sujet, bien optimisé. Ça, pour le coup, pour moi, c'est clairement un S. C'est clairement un essentiel, un incontournable. Si je devais faire un seul truc pour me positionner, mettre le mot-clé que tu vas essayer de viser dans le titre de ta page, donc dans le title. Il y a 2 choses dans le titre, il y a le H1, le title. Le title, c'est ce qui va apparaître sur le moteur de recherche et ça, c'est vraiment extrêmement important. On voit des fois des pages qui n'ont pas les keywords dans le title, mais pour autant, c'est vraiment assez facile à faire. Ça a manifestement un impact assez fort. Je sais que quand on met un title qui n'a pas le mot-clé et qu'on le rajoute, on peut vraiment gagner des positions. Donc si c'est pas le cas, check tes titles et justement rajoute les mots-clés sur lesquels tu veux te positionner si tu ne les as pas encore. La métadescription, ça va être intéressant. Moi, je la mets. J'aime bien la mettre, j'aime bien la travailler un petit peu, mais Google de plus en plus, c'est aussi un petit peu le cas pour le title, mais surtout pour la description. Google va pas forcément suivre en fait des recommandations à ce niveau-là et peut parfois prendre un extrait de la page ou quelque chose qui va générer pour mettre le description. Donc oui, ça vaut le coup d'aller l'écrire, d'essayer d'en faire quelque chose de séduisant avec. Tu pourras aller voir ma vidéo sur le CTR sur la chaîne qui va justement t'expliquer comment l'améliorer, mais c'est pas prioritaire à mon goût. Deuxième point, sur les données structurées, ça je dirais que c'est utile, mais pas forcément partout. Et l'idée des données structurées, pour t'expliquer rapidement, avec le schéma.org, ça va être d'enrichir ta page avec des éléments qui vont permettre de faire ressortir pour les robots des éléments. Ça va être les avis, ça va être la FAQ, ça va être la disponibilité du produit, enfin bref, ce genre de choses. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant, mais pour autant, ça va pas être un deal breaker, ça va pas être un élément de classement essentiel en tant que tel. C'est un super complément, mais juste faire ça te permet pas de te positionner tout seul. Troisième point, ça va être l'intention de recherche. Ça, pour le coup, on l'a vu, on le voit, et c'est un élément que je mettrais clairement en S, c'est essentiel. L'intérêt de quelqu'un qui va faire une recherche, c'est qu'il a une attente, un objectif en particulier, des questions, et si ton contenu ne répond pas à ces questions-là, tu es sûr de passer à côté. Et si on a des systèmes comme Navboost, donc je ferai une vidéo là-dessus, qui va analyser comment l'utilisateur va se comporter avec ta page, et s'il trouve pas ce qu'il cherche, il va revenir en arrière. Si tu as réussi par hasard, heureux hasard, à bien te positionner, en fait Google va comprendre que ton résultat ne correspond pas à ce que les gens cherchent sur ce mot-clé-là, et donc te déclasser progressivement. Et donc l'intention de recherche, si je devais donner un deuxième point important, je dirais que après avoir mis mon keyword dans le title, j'irai m'assurer de répondre parfaitement à l'intention de recherche. C'est pour ça que j'ai créé Serpentix, qui te permet justement d'aller, pour ton mot-clé, identifier précisément les intentions de recherche, ce que cherchent les utilisateurs, et vérifier en un clic si tu y réponds bien. Tu peux, je te mettrai un lien en description, tu peux tester l'outil gratuitement. Avec le lien, tu pourras avoir tes crédits qui sont doublés, et donc aller vraiment vérifier que tu réponds à l'intention de recherche, parce que si tu passes à côté, franchement, t'as aucune chance de te positionner, ou alors t'as aucune chance de rester. Et en fait, l'objectif du SEO, c'est d'être bien positionné durablement. Donc il faut répondre à ce point-là. Sur la sécurité HTTPS, ça je dirais que c'est important, mais ça va pas te permettre de te positionner seul non plus, parce que on sait que c'est un critère, on sait que Google va potentiellement pénaliser les sites qui ne le sont pas. Si tu ne l'es pas, c'est quand même assez un mauvais signe sur la fraîcheur du site, parce que maintenant c'est un standard.
Ça fait peut-être 10 ans que on est passé sur des sites sécurisés, d'autant plus si tu as des données importantes pour les utilisateurs, hein, des formulaires de paiement, ce genre de choses. Donc, je dirais que, en fait, maintenant, tout le monde est en HTTPS. Si tu ne l'es pas, c'est peut-être un signe contre-productif, mais pour autant, l'avoir, c'est devenu le nouveau standard, donc c'est pas un critère de positionnement en tant que tel, ou en tout cas, qui va te faire exploser seul. Si tu l'as pas, peut-être que ça peut te faire monter, mais une fois que tu l'as, juste à niveler avec le marché. Sur cette chaîne SEO augmenté, je fais une vidéo par semaine, soit seul comme ça avec un contenu où je t'explique un sujet en particulier du SEO, ou alors avec des experts. Donc si le SEO t'intéresse, abonne-toi à la chaîne. Et puis on est évidemment ultra ouvert à discuter et échanger sur ces sujets-là en commentaire. Donc laisse un commentaire et abonne-toi. Et je te passe à la suite. La vitesse de chargement. Alors les Core Web Vitals, donc ça va être les Core Web Vitals, c'est une mesure que Google a introduit pour identifier la performance d'un site internet. Et je pense que ça, c'est important. En tout cas, c'est ce que Google déclare. Donc, on va avoir un score sur 100. L'objectif, c'est pas forcément d'aller chercher un score de 100, mais c'est plutôt de prendre en compte que, comme pour l'intention de recherche, les utilisateurs ont un objectif. Et si le site se charge trop lentement, donc l'objectif, c'est vraiment pas, dans ce que j'entends par ici, c'est pas d'aller maximiser à fond son Core Web Vitals avec les différents éléments, le temps avant d'avoir le premier résultat qui est affiché, plein d'éléments, et vous pouvez le voir en tapant PageSpeed Insight sur Google. Il vous montrera justement l'outil qui fait ça. Et l'objectif, c'est vraiment pas d'avoir 100, mais c'est plutôt d'essayer de réduire le temps de chargement pour améliorer l'expérience de l'utilisateur. Parce que si l'utilisateur est obligé d'attendre 10 secondes pour voir le site internet, potentiellement, il va s'impatienter avant même d'avoir le site. Et donc, retourner sur ces éléments-là, où je sais plus où j'en parlais, mais de revenir en arrière parce qu'il n'a pas répondu à son intention. Là, c'est si le site se charge pas, ou se charge mal, ou se charge lentement, potentiellement, ça va faire perdre une partie du trafic, et donc un peu tirer une balle dans le pied en termes de positionnement. Donc voilà, c'est plutôt, et je crois que Amazon avait fait des expériences en mode 100 millisecondes, ça leur faisait des pertes de chargement en plus, ça leur faisait perdre des millions. Donc, on va pas aller chercher de la milliseconde, à part si vous avez une armée de dev, ou en tout cas des bons systèmes. Il y a des plugins qui permettent d'améliorer le cache. Il y a des choses qu'on peut faire assez facilement là-dessus. Mais l'objectif, c'est plutôt d'être capable d'avoir un site qui se cherche légitimement suffisamment vite pour faciliter les crawls des robots de Google, et surtout se contenter les utilisateurs par rapport à ce qu'ils attendent de temps de chargement. Les URL propres et bien structurées, ça, je dirais que c'est pas forcément un critère de positionnement SEO en tant que tel, mais il y a au minimum un mythe qui dit que d'avoir le mot-clé dans l'URL peut faciliter le positionnement, d'avoir une bonne structuration avec le dossier, la page fille, ça peut aussi faciliter la compréhension pour les robots. Au-delà de ça, donc au-delà de ce critère purement SEO, moi je trouve que c'est super intéressant pour d'avoir une structuration d'URL qui est standardisée, et utile. C'est parce que ça va nous permettre de faire des analyses plus simples derrière. On va utiliser un Google Search Console, un Google Analytics, sur lesquels j'ai fait des vidéos. Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse d'aller plus loin sur ces deux outils-là. L'idée, ça va être de justement pouvoir filtrer des URL pour essayer de comprendre le comportement ou les performances d'un cocon donné, d'un type de page, les fiches produits par exemple, etc. Et si par exemple tu vas mettre tes catégories, tes fiches produits avec le même type d'URL, tu vas avoir énormément de mal à pouvoir identifier facilement et standardiser, sans avoir à aller chercher une à une les URL, les performances d'un type de page en particulier. Donc ça, il est dit que c'est important d'avoir le mot-clé dans l'URL, mais c'est plutôt pour l'équipe, donc soit d'analystes, soit de webmaster, soit de SEO, qui va aller faire l'analyse derrière, que ça va être particulièrement utile. Le contenu de qualité. Alors ça, clairement, si ton contenu ne répond pas, et ça vient compléter parfaitement l'intention de recherche, si ton contenu ne répond pas à ce que l'utilisateur cherche, et s'il n'a pas les bons signaux, donc ça veut dire l'optimisation sémantique, la bonne qualité, le bon niveau de contenu, potentiellement des médias qui enrichissent l'expérience, qui donnent ce que l'utilisateur va vouloir, et ça, c'est probablement, je dirais dans cet ordre-là, la priorité pour commencer à vouloir se positionner. Une fois que tu as un bon contenu, si t'es pas assez bien positionné, il va falloir aller voir la suite. Et on verra dans les autres éléments, par exemple les backlinks, qui seront un bon complément. Mais il te faut d'abord le bon contenu pour aller pouvoir derrière travailler justement à bien réaliser ton positionnement, parce que tu vas mettre en avant à tes visiteurs le bon contenu, et donc faciliter le travail de Google, parce que lui, son objectif, c'est de répondre à ce que l'utilisateur cherche. Donc ça,
extrêmement important et surtout une suite parfaite par rapport à l'intention de recherche, qui est un élément aussi extrêmement important. Alors le SEO local, ça je dirais que c'est important, mais pas forcément dans toutes les situations. Si vous avez une entreprise effectivement locale, je sais pas, un artisan, une entreprise qui a un magasin, ce genre de choses, ça va être extrêmement important. Voire peut-être même à cet endroit-là, mais si c'est pas le cas, potentiellement en fait c'est complètement inutile. Et donc dans ce cas-là, je serais tenté de dire que avoir un Google My Business, donc le profil My Business, des citations, les name, address, phone, où on parle de vous, avec justement une fiche bien remplie qui va du coup aller vivre sur différents sites pour faire référence à votre entité. Ça va être extrêmement important parce que on sait qu'une partie des recherches sur du local ne se fait pas forcément sur Google en tant que tel, mais peut se faire sur du Maps, peut se faire sur d'autres moteurs de recherche plus adaptés à ce genre de recherche. Et donc, ça peut être très important. Mais ça va dépendre justement de la situation, de est-ce que vous êtes un business local, et dans ce cas-là, je le mettrai plus haut. Et sinon, je le mettrai probablement un poil plus bas. Le sitemap, ça pour le coup, je le mettrai aussi ici. Parce que on sait que le robot TXT, ça peut être potentiellement un bloquant. Donc c'est important, mais ça va pas forcément changer la vie non plus du site. C'est Google crawl le site, et donc aller vérifier de temps en temps, se balader sur le site pour essayer de trouver de nouvelles pages, pour essayer de voir si les pages ont été mises à jour. En fait, le sitemap XML, ça va lui permettre d'avoir une synthèse de l'URL de toutes les pages, et donc de savoir quelle page a été mise à jour quand, quelle page a potentiellement été ajoutée, et du coup pouvoir faciliter sa découverte, sa découvrabilité, et donc votre indexation. Et sur le robot.txt, ça va expliquer ce qui est autorisé pour les robots de faire, oui ou non, sur le site internet. Et dans ce cas-là, si votre site par exemple a un robot TXT qui le désindexe, qui interdit au robot d'aller le voir, ça va pénaliser le site. Donc ça, il y a quelques critères où il faut juste avoir pas de blocage pour le robot TXT, et il faut en fonction des plugins, en fonction du CMS, donc du type de site que vous avez, avec un simple plugin, on peut avoir son sitemap. Une fois qu'on a ça, on va le donner sur la Google Search Console. Je crois que j'explique dans ma vidéo sur la Search Console justement, que tu peux aller voir sur la chaîne. Et dans ce cas-là, une fois que tu as cette sitemap qui est donnée à Google, il va pouvoir l'explorer périodiquement et vérifier que tu as de nouvelles pages, et donc faciliter la croissance du site internet parce qu'il va pouvoir aller chercher le nouveau contenu. Optimisation mobile. Alors ça, je dirais que c'est clairement on sait que Google a déclaré qu'il était passé mobile first en indexation. Donc ça veut dire qu'il va regarder le site comme s'il était sur mobile. Et dans ce cas-là, en fait, avoir un site qui est adapté au mobile, c'est une bonne pratique pour le SEO. 2, on sait que les utilisateurs l'utilisent de plus en plus sur mobile. Et dans ce cas-là, il faut clairement aller leur permettre d'avoir quelque chose qui est utilisable sur mobile, parce que sinon on passe à côté d'énormément d'éléments. Et donc dans ce cas-là, c'est pénalisant en termes d'expérience utilisateur. Donc on y revenait là, on en a parlé tout à l'heure, et en termes de positionnement, parce que juste Google va aller aussi pénaliser ici, parce que ce Core Web Vitals, il les teste en mobile et en desktop. Structure HN et balise HTML sémantique. Ça, je dirais que c'est très important aussi. Et par structure HN et balise sémantique, j'entends la bonne structuration de son article. Donc ça veut dire que en HTML5, qui est la dernière version publique du HTML, on va expliquer quelle partie du code correspond à quelle partie, ce qui permet à des robots de comprendre alors ça c'est le cœur de mon article, ça c'est mon header, ça c'est mon footer. Et donc ça, en plus des titres, donc ça c'est mon H1, donc le titre principal de ma page qui doit être unique. J'ai fait une vidéo dédiée sur le plan HN, si ça t'intéresse, tu peux les trouver sur la chaîne. Et donc cette structuration va permettre au robot de comprendre la page. Et ce qui permet de savoir facilement, ok, mais si j'ai mon plan, en fait, si j'ai les HN, je peux savoir de quoi parle le sujet, de quoi parle le contenu. Et donc ça, avoir cette structuration qui est bien faite, donc ça veut dire potentiellement avoir un thème adapté, qui est bien pensé, qui est pas juste joli, mais qui est aussi adapté au SEO, avec une structuration qui répète les bonnes pratiques, donc un HN, DH2, etc. Ça va être très important pour faciliter la compréhension des robots, sachant que ce qui est un peu taquin, c'est que ça se voit pas forcément. On peut avoir un texte qui n'est pas du tout un titre, qui est mis en gros sur la page, et qui donne l'impression à l'utilisateur d'avoir un titre, mais qui n'en est pas du tout pour les robots, et ça peut du coup être pénalisant pour le SEO. Alors, page satellite et cloaking. Ça, donc on est plutôt sur du black hat, c'est des choses qui sont objectivement interdites par Google. Donc page satellite, ça veut dire créer un PBN par exemple avec d'autres sites, avec d'autres pages qui vont pointer vers le site principal pour, on le sait, les liens sont importants,
envoyer de la puissance au site principal pour le faire monter dans les résultats de recherche. Et ce qu'on appelle un PBN, Personal Block Network potentiellement, ou cloaking, ça va être de faire disparaître des éléments en fonction de qui regarde la page. Je montre des choses à Google qui ne va pas être montré à l'utilisateur, par exemple. Un lien que je peux faire disparaître comme ça. Si c'est Google qui vient une version de la page, si c'est un utilisateur, il verra une autre version. Ça peut marcher aussi sur de la publicité. Si c'est les vérificateurs des publicités qui viennent, ils voient une page. Si c'est les vrais utilisateurs, ils en voient une autre. Bref, ça s'appelle le cloaking. Et ça, en fonction de ce que vous faites, ça peut être utile, mais ça demande de parfaitement maîtriser la situation. C'est interdit, donc c'est dangereux. Et dans ce cas-là, ça peut valoir le coup de le faire sur certaines niches, sur certaines industries très particulières. Mais de façon globale, je le mets en D parce que juste, c'est pas nécessaire. On peut très très bien se positionner sans ça. Google, par exemple, il y a eu des moments où les gens voulaient cloaker, donc obfusquer les menus de navigation pour justement éviter d'avoir un flux de liens sortant, enfin le jus qui sort par exemple de la home ou ce genre des autres pages. Mais Google peut le faire, en fait, globalement, on comprend très bien. Donc ça, clairement, je le laisserai de côté. Ça peut être tentant, on peut se dire que le hack de comment bien se positionner est là, mais franchement, vous avez bien mieux à faire avant d'en arriver là pour vous positionner sur Google. Maillage interne, ça aussi, clairement, je le mets là. On voit qu'il y a une petite différence de couleur parce que mon imprimante a été tatine et que je l'ai imprimé en 2 fois. Mais ça, maillage interne, c'est clairement quelque chose de très important. Une fois que j'ai eu le bon contenu, il faut que le contenu, la puissance des différents contenus se partage. Et je peux donc en interne mettre les encres avec les mots-clés qui m'importent qui pointent vers les pages que je veux voir. Donc, j'ai fait un outil, j'ai fait une vidéo dédiée sur le maillage interne, un outil qui te permet de voir si t'as pas de problème de cannibalisation. Bref, tu peux avoir énormément plus d'informations si tu vas sur la chaîne et que tu regardes la vidéo dédiée. Mais ça, c'est super important. Et ça vient juste après, et c'est pour ça que si tu l'as dans Serpentix avec ces éléments-là, qui te permettent de créer le contenu parfait pour te positionner premier sur Google. Parce que si ta page est orpheline, elle aura pas de puissance, donc elle pourra pas concourir contre tes adversaires qui sont sur justement les premières pages de Google. Encre de lien optimisée. Ça, je l'en mettrai en utile, mais pas forcément prioritaire, parce que en interne, ça va être intéressant, mais je le vois dans mes expériences, si tu mets que la même encre partout en interne, ça va pas faire de magie. En externe, c'est intéressant aussi d'aller dire mon lien, donc l'encre, c'est le texte que tu vois sur ton lien, et exactement le mot-clé sur lequel je veux me positionner. Donc c'est ça que ça veut dire optimiser, c'est utiliser le texte du lien avec exactement le mot-clé sur lequel tu veux te positionner. Et dans ce cas-là, en fait, si c'est en externe, donc des backlinks, tu vas avoir un risque de te faire pénaliser parce que Google a mis à jour son algorithme pour pénaliser ça si tu en abuses, parce que ça marchait très très bien il y a peut-être 20 ans. Et en interne, ça va être important, mais il va aussi falloir varier tes encres pour justement aller tester ancrer, donc utiliser des encres qui sont sur les différentes variantes du mot-clé et non pas juste avoir ton mot-clé principal, serrurier Paris, partout, mais plutôt serrurier à Paris, trouver un bon serrurier à Paris, et avoir des variantes qui vont te permettre d'avoir une plus grande richesse et non pas juste du keyword stuffing d'encre, parce que ça marche pas forcément super bien, mais l'idée c'est quand même d'essayer de faire attention à tes encres parce que ça c'est quand même important. Keyword stuffing. Alors ça, clairement on est sur du D. Quand on parle optimisation sémantique, on n'est pas du tout en train de dire mets ton mot-clé ciblé partout dans le texte, mets-le. C'est ça que ça veut dire, ce keyword stuffing, c'est de mettre les mots-clés importants partout. Non, c'est un peu plus subtil que ça. L'idée, ça va être de le mettre au bon endroit, d'aller faire une structuration sémantique qui est progressive, qui dépasse la concurrence. Donc, essayer d'optimiser les bonnes parties, pas avoir de parties vides en termes sémantiques qui n'apportent aucun score. Tu as une fonctionnalité comme ça sur Sémantic qui permet de voir justement si tout est homogène en termes de positionnement et pas juste un texte vide de sémantique et du keyword stuffing après. Ça, à éviter. Mettre ton mot-clé partout dans les titres. On veut le faire intelligemment ici, mais on veut pas le faire en disant serrurier Paris. Dans une discussion, c'est chiant. Et du coup, pour Google, ça marche pas non plus. Meta keywords, ça, clairement, avec son copain Andé, meta keywords, c'est à l'époque. Donc, on avait parlé de meta title, meta description. C'était des éléments, donc des méta, des éléments qui entourent le contenu, qui permettent de donner un peu plus d'informations. Et ça, le meta keyword, ça va être justement un élément qui va nous permettre de dire à Google sur les mots-clés sur lesquels on va se positionner. Bon, ça, probablement, ça marche plus depuis 20 ans. Ça sert même plus à rien de le remplir.
Là, on avait quelque chose qui est parfois contourné. Là, c'est juste pas du tout regardé, parce que sinon, on pourrait se dire, ça serait beaucoup trop simple. Ça serait génial, mais ça serait beaucoup trop simple. Il suffit de mettre le mot-clé sur lequel on veut se positionner et la page se positionne. Bref, hein, on l'entend quand je le dis, ça marche pas. Canonical, ça, je dirais que c'est C. Parce que les canonical, c'est quand on dit à Google, la page que tu es en train de voir, elle est, c'est elle la page de référence, ou alors potentiellement il y a une autre page de référence. Ça, en gros, c'est des méta canonical, par exemple, pareil que là, des méta, on a parlé juste avant. Ces méta, elles ont pour objectif de dire si le contenu est dupliqué, ne considère pas ces deux pages dupliquées, mais plutôt dis-toi, ok, tu es en train d'explorer une page donnée, mais c'est un doublon par rapport à cette page-là, donc donne-lui la puissance à la page d'origine. Par exemple, si j'ai une page de catégorie avec de la tabulation, donc ça veut dire, de la pagination, je veux dire, ça veut dire que la page 1, 2, 3, 4, 10, 27, c'est la même, donc on peut les synthétiser en disant, ok, mais elles sont canonicales sur la première page, par exemple, et donc donner toute la puissance de toutes ces pages, même si elles ont des liens, etc., vers la première page. Et potentiellement, elles peuvent être self-canonical, c'est-à-dire peut-être ma page article ABC, c'est elle la référence, et donc c'est plutôt une bonne pratique. Les CMS standards avec les plugins SEO normalement le font très bien. Donc, à part si tu as un dev sur mesure ou que tu as des plugins exotiques, je pense que tu n'as pas besoin de t'en occuper, mais ça peut, dans certains cas, poser problème, et donc, en tant que tel, ça n'a pas forcément un impact majeur pour t'aider à te positionner, mais si c'est mal maîtrisé, ça peut être pénalisant, et donc c'est pour ça que c'est un sujet important, mais peut-être pas aussi prioritaire que d'autres choses. L'AMP, donc ça a été quelque chose qui permettait d'avoir du contenu beaucoup plus fin, donc on enlevait les superflus, le JavaScript et tout ça pour essayer d'avoir du contenu qui limite était hébergé chez Google et donc était extrêmement rapide à accéder. Ça, je dirais que c'est clairement obsolète. J'en avais mis sur certains sites à une époque, mais en fait, à part sur des zones potentiellement vraiment très reculées avec un internet absolument épouvantable, en fait, juste ça existe plus, ça fait une double maintenance. C'est probablement à éviter, à fuir, compliqué pour certains à mettre en place, un deuxième site à maintenir globalement, mais je le remettrai pas sur aucun de mes sites, donc on va dire que c'est clairement la soumission manuelle au moteur de recherche. Donc ça, j'en parle dans ma vidéo sur la Search Console que je t'invite à aller voir si tu l'as pas vu. On peut dire ce contenu, j'aimerais bien que Google l'indexe. Tu peux voir, des fois il indexe pas des pages et tout ça. Je le prendrai clairement pas comme une priorité. En fait, quand je mets en ligne un contenu, j'aime bien que Google aille spontanément de lui-même l'explorer et l'indexer. Ça peut prendre un peu plus de temps que si je joue avec ça, qui lui permet d'aller un petit peu plus vite. C'est très utile si j'ai beaucoup de pages, c'est très utile dans plein de cas, mais je trouve que c'est plutôt même un mauvais signal d'avoir besoin de le faire. Je le fais parfois, parce qu'il y en a besoin, mais c'est des pages où je me dis, en fait, si Google ne l'indexe pas, est-ce que le contenu est assez bon, par exemple, hein? Et on revient ici, est-ce que ça répond bien à l'intention de recherche? Est-ce que le contenu est bon? Est-ce qu'elle est bien maillée? Est-ce qu'elle a assez de puissance? Et donc, je préférerais aller faire autre chose que de faire ça, mais parfois, quand la page se désindexe, quand j'ai besoin de forcer une mise à jour pour aller plus vite, je le fais, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime faire. Déjà, ça prend du temps, et puis surtout, même si on peut l'automatiser en partie, c'est un peu, voilà. On sait que dernièrement, Google a des problématiques d'indexation, mais c'est pas forcément la chose que j'aime faire pour le forcer à ce niveau-là. Et le dernier point que je veux partager avec toi, je dirais que c'est les backlinks de qualité. Hein. On sait, une des bases de l'algorithme de Google, c'est le PageRank. Le PageRank, ça se base sur des backlinks pour justement estimer la probabilité d'arriver sur une page en particulier avec cette théorie du surfeur aléatoire et ce genre de choses. Si tu veux en savoir un peu plus sur les backlinks, j'ai fait aussi une vidéo, la Bible du backlink, qui se trouve sur la chaîne. Vraiment la vidéo de référence en francophonie sur comment bien faire sa stratégie de netlinking. Et donc ça, c'est extrêmement important. Hein. Globalement, dans la méthodologie, je te dirais, tu crées les contenus parfaits pour ce que tu veux traiter. Et une fois que tu as ça, tu regardes où tu te positionnes, tu fais un bon maillage interne, et derrière, tu vas acheter du backlink. Mais si tu commences par ça, tu peux commencer par ça pour donner un petit peu de puissance à ton site et essayer d'allumer le feu. Mais si tu fais du backlink juste pour essayer de compenser le fait d'avoir du contenu pourri, ça va te faire perdre énormément d'argent, pour résumer, mais ça va surtout pas avoir l'impact que tu aimerais avoir. Donc, fais du contenu parfait, et ensuite, tu fais tes backlinks, et ça, des backlinks de qualité, et tu pourras savoir ce que ça veut dire, ce que j'entends par qualité dans la vidéo, justement.
sur le sujet, ça va te permettre d'avoir la puissance pour mettre en avant ce qui mérite d'être premier sur Google. Et donc, voilà comment j'organiserai les différents points de SEO. Donc, est-ce que j'en ai oublié? Est-ce que tu aurais classé ça différemment? Tu peux me dire ça en commentaire. C'est pour ça qu'ils sont là. J'aime bien interagir avec vous. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. C'est comme ça que ça me donne la force de continuer à te faire des vidéos. C'est grâce à ça que tu pourras suivre les vidéos que je fais une fois par semaine. Et si tu veux aller travailler ton contenu, qui pour moi est la première étape, pas la seule, mais la première étape pour avoir un contenu qui se positionne bien, tu as Serpentix, tu as un lien en description qui te permet d'avoir tes crédits ou faire du premier mois doublé. Donc, teste ça tout de suite et je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.